Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui conditionne l'avenir du travail et plus globalement celui de la société, la souveraineté numérique, qui est la capacité d'un État, d'une organisation ou d'un citoyen à contrôler ses infrastructures, ses technologies et ses données dans le cyberespace. Actuellement, on assiste à un climat géopolitique mondial assez tendu. Les tensions commerciales et technologiques entre les États-Unis et la Chine s'intensifient dans un contexte de rivalité, de guerre commerciale. Dans ce contexte, la politique de la Maison-Blanche pourrait renforcer une posture protectionniste des États-Unis, compliquant davantage les coopérations internationales en matière de technologie. Face à cette reconfiguration des alliances et à la concentration du pouvoir technologique entre quelques grandes puissances, l'Europe, elle, se retrouve dans une position stratégique assez inconfortable. Elle dépend encore largement d'acteurs étrangers pour ses infrastructures numériques, ses outils de travail quotidien et la gestion de ses données sensibles. La question de la souveraineté numérique s'impose alors comme un enjeu politique, économique et culturel majeur. Avec l'essor des technologies d'intelligence artificielle, du cloud et des infrastructures digitales, l'Europe fait face à un défi. Nos données et nos outils, voire nos décisions stratégiques sont souvent influencés, voire contrôlés par des acteurs étrangers. Peut-on encore parler de souveraineté numérique alors que nos infrastructures sont dominées par des entreprises américaines et chinoises ? Dans cet épisode, nous allons survoler ce phénomène en parlant du contexte économique et technologique qui se joue à l'échelle mondiale, puis en abordant diverses questions, diverses thématiques, comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le travail à l'international. Nous verrons également quelles initiatives européennes tentent d'apporter une réponse à ces enjeux majeurs, comme par exemple la RGPD, première initiative mondiale de la sorte visant à protéger les données des utilisateurs. Nous nous demanderons si ces initiatives sont suffisantes pour garantir notre souveraineté numérique. Alors commençons par un peu de géopolitique. Aujourd'hui, la technologie est devenue un véritable levier de puissance géopolitique. Les grandes puissances ne se battent plus uniquement sur les terrains traditionnels, mais à travers l'accès, le contrôle et la maîtrise des technologies clés, et bien sûr des innovations. Les États-Unis et la Chine dominent des secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle, la 5G ou les semi-conducteurs. Ces derniers sont des composants essentiels, mais souvent invisibles, présents dans presque tous les appareils électroniques, ordinateurs, smartphones, voitures, avions, systèmes d'armement, appareils électroménagers. Ils permettent de gérer et de contrôler le flux de courant dans les systèmes électroniques. Aujourd'hui, Taïwan est le premier producteur mondial de semi-conducteurs, suivi de près par la Corée du Sud, la Chine, puis les États-Unis. Face à ce duopole technologique, l'Europe peine à suivre la cadence. Si elle affiche des ambitions dans ce domaine, elle reste dépendante de fournisseurs et de technologies extra-européens. Cette guerre numérique ne se limite pas à l'innovation, elle concerne aussi le contrôle des infrastructures, des réseaux de communication et aussi l'approvisionnement en matières premières, notamment avec les terres rares, indispensables à la production de composants électroniques. Prenons l'exemple de Huawei, fournisseur de téléphonie et de réseaux de téléphonie, entreprise chinoise, qui s'est imposée comme l'un des leaders mondiaux des équipements 5G, au point d'être devenu un symbole de la compétition technologique entre la Chine et l'Occident. Cette montée en puissance a provoqué une vive réaction des États-Unis, qui ont exprimé de fortes inquiétudes concernant les risques potentiels d'espionnage. En conséquence, l'administration américaine a imposé des sanctions contre Huawei, estimant que ces équipements pouvaient être exploités par le gouvernement chinois à des fins de surveillance. L'Europe n'est pas indifférente. En juillet 2024, l'Allemagne a annoncé l'interdiction progressive des composants Huawei dans l'ensemble de ses réseaux 5G pour des raisons de sécurité. Les produits de ces entreprises devront être retirés du cœur des réseaux d'ici fin 2026. En France, depuis 2021, les opérateurs ne peuvent plus installer d'équipements Huawei sans une autorisation préalable, qui est rarement accordée. Ces décisions reflètent la volonté croissante, au niveau européen, de protéger les infrastructures critiques et de réduire la dépendance envers des fournisseurs étrangers. Dans ce paysage géopolitique, la Russie, elle, adopte une stratégie différente. Plutôt que de miser sur l'innovation technologique, grand public, Moscou s'appuie sur le contrôle de l'information et des opérations de cyberdéstabilisation dans un contexte de guerre hybride. Plusieurs rapports font état de cyberattaques massives attribuées à des groupes proches du gouvernement russe, visant des hôpitaux, des administrations ou encore des réseaux énergétiques occidentaux.
La cybersécurité devient ainsi un vrai champ de bataille dans cette nouvelle guerre économique et un enjeu majeur de souveraineté pour les nations européennes. Ensuite, nous nous sommes posé la question suivante. Les infrastructures du travail sont-elles vraiment souveraines ? Nos entreprises et administrations dépendent-elles trop des grandes plateformes américaines ? Aujourd'hui, nous utilisons tous des services comme iOS, Microsoft, Google, Amazon dans notre quotidien professionnel, que ce soit pour la gestion des emails avec Outlook ou Gmail, le stockage de documents sur Google Drive ou OneDrive, les visioconférences via Teams ou Google Meet, ou encore l'utilisation d'outils collaboratifs comme Google Docs et SharePoint. Les entreprises s'appuient aussi sur AWS, Amazon Web Services, et Azure pour héberger leurs données et applications, renforçant ainsi leur dépendance aux infrastructures étrangères. Mais qui contrôle vraiment ces données ? On se rappelle tous des révélations Snowden. En juin 2013, Edward Snowden, ancien employé de la CIA et sous-traitant pour la NSA, Agence nationale de sécurité des États-Unis, révèle au grand public l'existence de programmes de surveillance massive mis en place par les États-Unis et leurs alliés. Il transmet à des journalistes des milliers de documents classifiés, qui révèlent notamment que la NSA collecte en masse des données téléphoniques et Internet de millions de citoyens, y compris américains, et que les États-Unis espionnent également des chefs d'État étrangers et des institutions internationales. Alors évidemment, c'est un scandale mondial qui ouvre un débat public sur la question du respect de la vie privée face à la sécurité nationale. Et en réaction à cela, certaines pratiques de la NSA sont modifiées et des lois sont ajustées, comme le USA Freedom Act en 2015, qui limite ainsi certains des pouvoirs de surveillance de la NSA. Avez-vous entendu parler du Cloud Act américain ? C'est une loi qui a été adoptée en 2018, qui permet notamment aux instances de justice américaines de solliciter auprès des fournisseurs de services opérant aux États-Unis les communications personnelles d'un individu, citoyen ou résident US, sans que celui-ci en soit informé, ni que son pays de résidence ne le soit, ni que le pays où sont stockées ces données ne le soit. Cette loi, en fait, elle permet aux autorités des États-Unis d'accéder aux données stockées sur leurs serveurs, même si ces données sont situées en Europe. Et cela pose une véritable question de sécurité et de confidentialité. Face à cette dépendance, l'Union européenne tente de réagir, notamment avec le projet Gaia-X, initié par la France et l'Allemagne en 2020, avec initialement 22 entreprises de divers secteurs économiques. C'est un projet qui vise à développer une infrastructure cloud européenne, respectueuse de nos normes et réglementations. Mais est-ce que ces initiatives suffiront pour garantir notre autonomie numérique ? Parlons maintenant de l'IA et de la guerre de l'innovation. L'intelligence artificielle est devenue le nouvel enjeu stratégique. Celui qui contrôle l'IA contrôlera l'économie de demain. Aujourd'hui, les géants de l'IA sont OpenAI, Google, Baidu et DeepSeek. L'Europe tente de rattraper son retard avec des startups comme Mistral AI, Aleph Alpha, mais les financements sont bien inférieurs à ceux de leurs concurrents américains et chinois. L'IA pose également des problèmes de cybersécurité et d'éthique. Par exemple, certains pays utilisent l'IA pour la surveillance de masse ou l'espionnage industriel, menaçant ainsi la confidentialité des données et les libertés individuelles. En Chine, le système de crédit social repose en grande partie sur l'intelligence artificielle pour surveiller les citoyens et moduler leurs droits en fonction de leur comportement. De même, certaines entreprises exploitent l'IA pour analyser d'énormes quantités de données personnelles et anticiper les comportements des consommateurs, parfois sans leur consentement explicite. Ces dérives posent la question du cadre juridique et éthique encadrant ces technologies. Alors encore une fois, l'Union européenne a tenté d'y répondre avec l'AI Act, une régulation en cours d'adoption visant à interdire certaines applications de l'IA jugées trop intrusives. Toutefois, face aux avancées rapides des entreprises américaines et chinoises, l'Europe doit encore définir une stratégie claire pour assurer une souveraineté numérique respectueuse des droits fondamentaux. Alors comment pouvons-nous garantir que ces technologies respectent nos valeurs et protègent nos données ? Parlons maintenant de l'essor du télétravail et de l'internationalisation des entreprises. De plus en plus de salariés européens travaillent pour les entreprises étrangères ou collaborent quotidiennement avec des partenaires situés dans d'autres régions du monde. Dans le contexte géopolitique actuel, cela soulève d'importantes questions. À qui appartiennent les données générées dans ces interactions internationales ? Quels droits s'appliquent lorsque des données professionnelles circulent entre différents territoires, aux législations parfois incompatibles ?
Et que se passe-t-il si des tensions politiques ou économiques viennent compromettre ces coopérations? La fragmentation du cyberespace mondial, les différents niveaux de protection des données et l'usage croissant d'outils de communication non européens rendent les salariés vulnérables. Une messagerie utilisée dans le cadre professionnel peut être soumise au Cloud Act américain dont on a parlé, ou faire l'objet d'une surveillance dans certains pays. Le travail à l'international expose ainsi les salariés à des enjeux de conformité juridique, de sécurité des données, mais aussi de souveraineté économique, car les données produites peuvent être exploitées à des fins stratégiques par des acteurs extérieurs à l'Europe. Dans cette dynamique, certaines applications très populaires, comme TikTok, suscitent des inquiétudes. L'application d'origine chinoise a été accusée par plusieurs gouvernements de collecter massivement des données personnelles, parfois même sans le consentement explicite des utilisateurs. Alors aux États-Unis, TikTok a été interdit sur les téléphones de fonction de nombreux agents publics, par crainte que les informations puissent être transmises au gouvernement chinois. L'administration Biden avait même pour projet de la bannir totalement, mais elle a été directement réintroduite sous l'administration Trump. En Europe, la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, a lancé en 2020 des enquêtes sur les pratiques de l'application et plusieurs institutions européennes ont appelé à la prudence. Ces cas illustrent bien comment des outils ludiques et grand public peuvent devenir des vecteurs de captation de données sensibles. Revenons un petit peu au travail à l'international. On observe aujourd'hui une nouvelle forme de fuite des cerveaux, concept apparu dans les années 60, qui désignait l'exode massif de chercheurs, ingénieurs et professionnels hautement qualifiés vers des pays comme les États-Unis, alors en plein essor économique et technologique. Aujourd'hui, cette dynamique se poursuit, parfois de façon plus discrète, avec des talents européens qui choisissent de travailler à distance pour des entreprises étrangères, souvent attirés par un environnement plus propice à la créativité et à la recherche, des méthodes de travail innovantes ou par des meilleures conditions salariales. À terme, cela peut poser problème en fragilisant l'expertise locale et en affaiblissant la capacité d'innovation technologique des économies européennes. La croissance des échanges numériques mondiaux favorise également des menaces directes, sous forme de cyberattaques que l'on voit se multiplier depuis quelques années. Alors il existe différents types d'attaques utilisées. Il y a le ransomware, ou rançongiciel en français, qui est un logiciel malveillant qui prend en otage des données personnelles. On a aussi les attaques DDoS, attaques par déni de service. C'est une attaque informatique ayant pour but de rendre indisponible un service, d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service de l'utiliser. On a ensuite le phishing, ou hameçonnage en français, qu'on connaît bien, qui est une technique frauduleuse destinée à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles ou bancaires en se faisant passer pour un tiers de confiance. De nombreuses entreprises ont déjà subi des attaques massives. En mai 2017, l'attaque par ransomware WannaCry a touché des centaines de milliers d'ordinateurs à travers le monde, paralysant des hôpitaux, des entreprises et des institutions publiques. Plus récemment, en 2021, l'attaque contre le Colonial Pipeline aux États-Unis a forcé l'équipement informatisé gérant la pipeline à fermer, ce qui a provoqué une pénurie de carburant massive sur la côte Est. En France, à la fin de l'année 2024, plusieurs collectivités ont été ciblées par des cyberattaques revendiquées par des militants pro-russes. Ces attaques par déni de service, donc des DDoS, qu'on a mentionné précédemment, ont rendu inaccessibles les sites internet de villes et départements tels que Marseille, Bordeaux, Nantes, Tarbes et la Haute-Garonne. Les pirates ont utilisé des canaux comme Telegram pour revendiquer ces actions, qualifiant les autorités françaises de russophobes et annonçant de futures attaques contre les infrastructures numériques françaises. Tout ça montre à quel point la cybersécurité est essentielle pour notre indépendance numérique. Encore une fois, il y a des initiatives européennes, dont le RGPD, le Règlement général de protection des données, qui a été mis en place en 2018, qui est une première initiative mondiale de ce type, qui impose des normes strictes pour la protection des données personnelles, en exigeant notamment que les entreprises obtiennent le consentement explicite des utilisateurs avant de collecter et d'exploiter leurs informations. Il garantit également aux citoyens un droit d'accès, de rectification et de suppression de leurs données. Cependant, face à la rapidité des cybermenaces et à l'évolution constante des technologies numériques, cette réglementation peut s'avérer insuffisante. De nombreux acteurs cherchent à contourner ces règles et les entreprises européennes doivent encore renforcer leurs mesures de cybersécurité pour faire face à des attaques de plus en plus sophistiquées. Certaines entreprises adoptent des stratégies renforcées comme l'hébergement de données sur des serveurs locaux. Mais est-ce que ces mesures sont suffisantes ? Pour conclure cet épisode, on dira que la souveraineté numérique est un réel enjeu pour l'avenir de l'Europe. Sans volonté politique et sans investissement massif, nous risquons de rester sous l'influence des grandes puissances technologiques,
avec de nombreux risques pour nos données et notre sécurité. Les initiatives européennes, bien qu'encore fragiles, sont nécessaires pour limiter notre dépendance. Il devient alors essentiel de réfléchir à une stratégie qui nous permette de reprendre le contrôle de nos technologies, de nos données et de notre avenir digital. Dans le contexte du travail, les organisations ont un rôle essentiel à jouer pour intégrer ces enjeux de souveraineté numérique dans leurs pratiques quotidiennes. Une question se pose, est-ce aux managers de porter cette sensibilisation ? Alors il ne s'agirait pas de tout faire reposer sur les épaules du management, mais plutôt de mettre en place une volonté collective portée à la fois par la direction, les services informatiques, les ressources humaines et les managers de proximité. Ces derniers peuvent être des relais précieux, mais ils doivent être accompagnés et outillés pour sensibiliser les équipes aux bonnes pratiques numériques. Cela implique de développer une hygiène numérique partagée, repérer les comportements à risque, cloisonner les usages personnels et professionnels, ou encore favoriser l'adoption d'outils conformes aux standards européens. Construire une culture de la souveraineté numérique, c'est avant tout une démarche organisationnelle soutenue par une stratégie claire et des choix technologiques cohérents. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à partager vos réactions, vos questions, n'hésitez pas à liker ou à partager cet épisode autour de vous. Merci et à bientôt. Cet épisode a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur plusieurs plateformes d'écoute, comme Spotify, YouTube ou Apple Podcast.